Très heureuse de vous retrouver ce jour, madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Emmanuel Macron et son premier ministre Jean Castex sont en quête d'une équipe pour relancer l'économie comme le quinquennat ont élaboré hier lundi un gouvernement renouvelé pour un tiers. L'annonce du gouvernement a été faite comme le veut la tradition par le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Pas de vague verte comme un temps soupçonné après les résultats des municipales, ni de grands bouleversements. Ce nouvel exécutif conserve de nombreuses figures de l'ancienne équipe gouvernementale. Parmi elles, Jean-Yves Le Drian, reconfirmé à l'Europe et aux affaires étrangères. Bruno Le Maire, qui conserve son poste de ministre de l'économie. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui récupère également la jeunesse et les sports. D'autres membres du cabinet Philippe restent dans l'équipe gouvernementale, mais à un autre poste. C'est le cas notamment de Gérard Darmanin, qui prend la suite de Christophe Castaner en tant que ministre de l'Intérieur et Elisabeth Borne qui passe de la transition écologique au travail, succédant ainsi à Muriel Pénicaud. Mais cette nouvelle équipe comporte également quelques nouvelles figures plutôt inattendues, notamment le célèbre avocat pénaliste Éric Dupond-Moretti qui devient le nouveau garde des Sceaux et l'ancienne ministre de François Fillon, Roselyne Bachelot, qui obtient le portefeuille de la culture. Cette nouvelle équipe gouvernementale se réunira ce mardi pour sa première réunion de travail. Les États-Unis sont divisés. Il y a ceux qui luttent activement contre la propagation du coronavirus et les autres à Chicago. Par exemple, les voyageurs arrivant en provenance des 15 États américains sont mis en quarantaine dès qu'ils posent un pied à terre. Le nombre total de décès liés au coronavirus sur le sol américain a maintenant dépassé les 130 000. Le nombre de foyers infectieux augmente principalement dans des États de la Sunbelt. Les experts mettent en garde contre de nouvelles flambées de COVID-19 après les célébrations de la fête nationale du 4 juillet, même si elles ont été réduites, mais le président Trump sans masque continue pourtant d'affirmer que la crise de coronavirus est sur le point de s'achever. Il veut que toutes les écoles ouvrent en septembre. Au Brésil, 620 morts supplémentaires ont été enregistrés en 24 heures dimanche dernier. Le président Jair Bolsonaro, quant à lui, présenterait certains symptômes du Covid-19 et soumis à des tests. Plusieurs villes, dont Sao Paulo, ont rouvert leurs portes après 104 jours de confinement. En Europe, la Grèce a interdit tout voyage en provenance de Serbie, sauf les voyages essentiels car le nombre de cas d'infection ne cesse d'augmenter dans ce pays des Balkans. Depuis lundi hier, bien sûr, tous les points d'entrée ont été fermés aux voyageurs serbes. Cette mesure intervient quelques jours après la réintroduction des restrictions de fermeture dans la capitale serbe, Belgrade. Des semaines de pression de l'industrie britannique du spectacle et le résultat est là. Londres annonce un programme d'urgence pour sauver le secteur en crise. Le plan de relance proposé est de 1,57 milliard de livres sterling, soit 1,73 milliard d'euros. Le ministre de la Culture s'est montré pourtant réaliste. Depuis le confinement, la plupart des musées, galeries d'art et théâtres ont été fermés et les acteurs ont été mis au chômage. Pour certains acteurs, ce sera bien si ce plan de relance permet d'arrêter les licenciements et permet également au théâtre de planifier l'année prochaine, car bien sûr la reprise précoce va être fébrile et lente et seront restructurées. Ce nouveau financement arrive quelques jours seulement après que les salles de cinéma du Royaume-Uni ont été couvertes de banderoles appelant à un soutien accru du gouvernement. Le gouvernement bien sûr devrait annoncer prochainement une reprise progressive des spectacles en commençant par les représentations à huis clos et les répétitions. Et puis à Hong Kong, des manifestants contre la nouvelle loi sur la sécurité nationale ont brandi des feuilles blanches de peur que leurs mots ou leurs paroles ne conduisent à leurs arrestations. Une protestation symbolique après la publication d'un document de 116 pages qui précise les nouveaux pouvoirs de surveillance de la police et du gouvernement, des pouvoirs larges et manquants de contrôle selon les juristes de la région chinoise. Entre-temps, un éminent militant pro-démocratie, Joshua Wong, est sorti de sa dernière comparution devant un tribunal
tribunal pour une accusation antérieure à la nouvelle loi et il appelle à l'aide, comme beaucoup d'ailleurs. Des opposants comme Wong affirment que la loi met effectivement fin à la liberté d'expression. Peu qu'on le nie, mais cette loi prévoit bel et bien des perquisitions sans mandat, des contrôles sur Internet, de la surveillance, de l'espionnage des Hongkongais et de la censure, comme dans l'éducation où des livres ont déjà été retirés des programmes scolaires. Et pour clôturer cette édition, depuis la chute l'année dernière du groupe État islamique, l'Union européenne reste divisée sur le sort des djihadistes étrangers capturés et détenus dans le nord de la Syrie. La France et la Belgique sont parmi les derniers à savoir accepter le retour des enfants des combattants. Cette décision soulève de nombreuses questions politiques qui ne sont pas tranchées sur l'aide à leur apporter. Les forces kurdes qui contrôlent ces camps en Syrie demandent aux Européens le rapatriement de tous les combattants. Ils affirment ne pas pouvoir les détenir à vie dans une région très instable. L'eurodéputée écologiste Saskia Brickman plaide pour une réponse commune de l'Union européenne. Elle souhaite notamment une coopération européenne à la fois pour le côté pratique pour aller chercher les personnes sur place, mais aussi à la fois pour envoyer des experts sur place et travailler avec les autorités sur le terrain, souligne-t-elle. Pour les associations de défense des droits de l'homme, laisser les enfants dans les camps menace leur santé mentale et physique. C'est aussi courir le risque de créer une nouvelle génération de djihadistes. Les plus jeunes ont été utilisés pour transporter des armes pendant les combats. Ainsi va la vie, ainsi va le monde ce mardi. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.